Bonjour à tous. Aujourd'hui, l'hôtel Yaoasis accueille chez vous l'émission L'heure de la santé. Mesdames et messieurs, amis de l'heure de la santé, bonsoir. Bienvenue sur ce nouveau numéro de votre émission L'heure de la santé. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui touche les plus jeunes de notre société, que sont nos enfants. Il s'agit bien de la prévention des maladies courantes chez nos enfants. Nos enfants sont vulnérables et exposés aux infections en raison de leur système immunitaire en développement. Pour aborder ce sujet, nous avons l'honneur de recevoir pour vous le docteur Romuald Aïtieou Boton. Avec lui, nous allons essayer d'aborder la question relative à la prévention des maladies courantes chez les enfants et il essaiera de nous donner des conseils pratiques pour le bien-être de nos enfants. Allons à la rencontre de notre invité. Chers téléspectateurs, amis de l'émission L'heure de la santé, bonsoir. Nous avons le plaisir de recevoir le docteur Boton, qui est un pédiatre, comme je l'ai annoncé plus haut dans mon introduction. Avec lui, nous parlerons de la prévention des maladies courantes chez les enfants. Bonjour, docteur. Bonjour, Augustin. Merci d'avoir accepté notre invitation, malgré votre agenda très chargé, d'ailleurs, et vous avez quand même voulu partager ces conseils-là avec les parents et amis téléspectateurs. Nous sommes reconnaissants de votre disponibilité. Il faut dire que dès qu'il s'agit des questions de l'enfant, je fais tout pour me rendre disponible parce que, en fait, les enfants sont ce qu'on appelle notre futur de demain. Et donc, il est très important pour nous, en fait, de pouvoir préparer l'avenir de demain. Donc, la génération future, c'est maintenant qu'elle se prépare. Voilà. La génération future, c'est maintenant qu'elle se prépare. Chers parents, avec le docteur, nous allons explorer les maladies courantes chez les enfants et aussi les conseils pratiques pour éviter ces maladies-là. Docteur, j'aimerais vous poser quelques questions. Quelles sont habituellement les maladies courantes chez les enfants et comment on peut prévenir ces maladies-là? Il faut savoir qu'en Afrique, en général, nous avons 5 maladies de l'enfant. La première maladie, c'est le paludisme que tout le monde connaît. La deuxième maladie, c'est ce qu'on appelle les infections respiratoires aiguës. Et la troisième maladie, c'est la malnutrition, avec comme conséquence logique derrière qui donne la quatrième maladie, qui sont ce qu'on appelle les anémies. Et puis, nous avons maintenant les maladies diarrhéiques. Voilà. Donc, tout ce qui est maladie diarrhéique, ça fait les 5 lots de maladies. Donc, paludisme, diarrhée, malnutrition, anémie et infection respiratoire aiguë. Voilà. Alors, docteur, comment faire pour prévenir ces maladies courantes que vous venez de citer, qu'on observe généralement chez les enfants? Voilà. Il faut dire que la prévention, d'abord, passe par ce qu'on appelle la vaccination. Par exemple, il y a plusieurs maladies, les infections respiratoires aiguës. La prévention, c'est d'abord la vaccination. Et donc, très tôt, il y a une chose qu'on va dire en matière de vaccination. La première chose qu'il faut dire, c'est que dans la vaccination s'arrête à 13 ans pour tout le monde. 13 ans, je dis bien 13 ans, parce que souvent, la première année de 0 à 12 mois, la vaccination est gratuite parce qu'elle est subventionnée par l'État. Donc, l'État appuie les parents dans la vaccination. Mais après, il faudrait que les parents en fait, prennent leurs responsabilités pour continuer cette vaccination-là selon le calendrier vaccinal jusqu'à l'âge de 13 ans. Donc, c'est tout un ensemble de maladies qui sont la pneumonie, les virus, les rotavirus, la tuberculose, et comment je vais dire, la poliomyélite. Donc, toutes ces maladies, la coqueluche, toutes ces maladies sont déjà intégrées et sont prises en charge dans le calendrier vaccinal. Et on continue le calendrier vaccinal jusqu'à l'âge de 13 ans au moins. C'est très important parce que souvent, dans nos contrées, les parents arrêtent la vaccination après l'âge de 1 an
et puis disent non, mon enfant, c'est vrai, il est vacciné selon le programme élargi de vaccination, mais il faut continuer la vaccination jusqu'à l'âge de 13 ans. Et cette fois-ci, c'est payant. Et les parents doivent mettre ça en place dans leur programme de santé, dans leur projet de vouloir se mettre en couple pour pouvoir faire des enfants. Il faut savoir que la vaccination va jusqu'à l'âge de 13 ans. Donc, la vaccination joue un rôle primordial dans la prévention des maladies. Primordial et très important. Sauf pour le paludisme, le vaccin est déjà là, oui, mais nous ne l'avons pas encore, il n'est pas encore disponible en fait en Afrique de façon généralisée. Voilà. Donc, le vaccin a déjà été validé par l'OMS, mais n'est pas encore vulgarisé dans les pays africains. Vous recommandez aux parents de veiller strictement pour prévenir les maladies infantiles chez les enfants au respect du calendrier vaccinal. C'est très important. Le respect du calendrier vaccinal en fait permet de prévenir beaucoup de choses et permet, vous savez, le calendrier vaccinal va jusqu'à l'âge de 13 ans, ce n'est pas pour rien. C'est que déjà à l'âge de 2 ans, l'enfant a ce qu'on appelle le concept des 1000 premiers jours. De la conception de l'enfant jusqu'à l'âge de 2 ans, on a déjà vraiment englobé la plupart de toutes les maladies que l'enfant pourrait rencontrer à l'âge adulte. Même l'hépatite y est compris. Déjà à la naissance, les enfants sont déjà vaccinés contre l'hépatite. Vous voyez, il y a la poliomyélite, il y a la tuberculose et on recommence des doses de rappel jusqu'à ce que l'organisme en fait puisse intégrer dans sa mémoire interne que ces maladies-là ne doivent plus être des maladies de l'enfant. Okay. Voilà. Et pour le paludisme, ce n'est pas seulement la vaccination, mais c'est ce qu'on appelle les mesures préventives à la maison. Alors, parlant de mesures préventives, je voudrais que vous donniez des conseils aux parents pour maintenir un environnement propre et hygiénique. Voilà. Vous savez, le paludisme, c'est dû aux moustiques. Et les moustiques, en fait, ils aiment ce qu'on appelle là où il y a la saleté. C'est là-bas qu'ils vont pondre les œufs. Donc, si vous avez des immondices dans la maison, vous aurez les moustiques qui vont venir pondre leurs œufs là. Donc, il faut rendre l'environnement tel que nous sommes ici, par exemple, l'environnement assez propre, même si vous avez des herbes, l'environnement assez propre, pour éviter en fait qu'il y ait des immondices. La deuxième chose, le paludisme, les moustiques aiment pondre leurs œufs dans l'eau claire et ensoleillée. Ils adorent ça. Donc, si vous avez des petites poches d'eau qui sont là à l'air libre et qui sont exposées au soleil, ils vont venir pondre leurs œufs dedans. Ils vont vouloir sortir beaucoup de petits moustiques qui vont venir encore piquer. C'est-à-dire qu'il faut régulièrement vider les puisards. Voilà, vider les puisards, nettoyer les petites poches d'eau qui sont dans la maison. Ouais. Et les moustiques, en fait, ils sont attirés par ce qu'on appelle le gaz carbonique. Là, c'est une toute dernière découverte. Hein. On sait par exemple que les moustiques sont attirés par le gaz carbonique. Donc, je vous en prie, il faut vous laver les seaux avant de dormir. Parce que si vous ne vous lavez pas, tout le gaz carbonique que vous avez produit pendant la journée, vous allez attirer les moustiques avec. Si vous êtes dans une salle et que vous voyez beaucoup de moustiques sur la tête de quelqu'un par rapport à une autre personne, pour savoir en fait que ses cheveux sont en train de produire du gaz carbonique. Okay, donc les moustiques, ils aiment ça. Donc vous allez les attirer si vous ne vous lavez pas les soirs. Donc il faut laver les enfants avant qu'ils n'aillent se coucher. Donc ce sont des trucs qui n'ont l'air de rien, basiques, mais qui sont primordiaux. Vous voyez? Et la dernière chose, par exemple, il faut dire que les moustiques n'arrivent pas à rentrer dans une maison quand il y a des grilles. Donc il faut mettre des grilles. Et ensuite, nous avons maintenant ce qu'on appelle les moustiquaires. Vous avez vu, je suis parti de dehors jusqu'à l'intérieur. Voilà, donc dehors, rendre propre, les poches d'eau. Ouais. Et pour ceux qui ont généralement des jardins, vous savez, dans les familles, généralement, on a les jardins au dehors, mais les jardins attirent les moustiques. Non, non, non. Si vous avez dans les jardins attirent les gros moustiques, mais des mâles de couleur noire, qui piquent, mais qui ne sont pas les femelles. Mais les femelles, en fait, elles ne pondent leurs œufs que si dans le jardin, par exemple, il y a une petite poche d'eau qui retient une petite rétention d'eau quelque part, là, ils vont venir. Parce que c'est dans ça qu'ils vont venir pondre leurs œufs. Mais vous allez voir un jardin en général, en fait, lui, c'est les moustiques noirs, de couleur noire, qui sont des mâles, en fait, qui piquent, mais qui ne transmettent pas l'anophèle. Or, qui ne transmettent pas plutôt le plasmodium. Or, le plasmodium est contenu dans l'anophèle femelle, qui est beaucoup plus petite et qui est beaucoup plus insidieuse. Donc, voilà. C'est du fait qu'on n'entretient pas ces jardins-là. Voilà, et qui vous laissez des petites poches d'eau dans ces jardins, vous allez voir, c'est dans ces poches d'eau que l'anophèle femelle va venir faire ses œufs. Voilà. Et donc, quand je dis de l'extérieur à l'intérieur, maintenant, c'est la moustiquaire imprégnée à longue durée d'action, qui est très important pour que ça puisse protéger. Donc, vous avez l'extérieur, les grilles au niveau des fenêtres, et maintenant, sur le corps de l'enfant, même quand vous finissez de le laver, s'il doit rester au salon, le temps de pouvoir rentrer en chambre, il faut leur
faut les protéger les mains et les pieds. Parce que c'est très fréquent en pédiatrie. Hein. Les parents arrivent, ils vous disent, mais l'enfant, il dort sous moustiquaire, j'ai dit, Mais il est malade. mais il est malade. Donc, je ne comprends pas où est-ce que les moustiques l'ont piqué. Mais j'ai dit, mais il reste au salon. Donc, comme on ne lui a pas protégé les mains et les pieds, les moustiques, ils ont assez d'espace. Donc, Ils profitent. Ils profitent, exactement. Alors, comment, docteur, je voudrais savoir comment l'alimentation et la nutrition adéquate peuvent-ils contribuer à renforcer le système immunitaire chez l'enfant? D'accord. Alors, il y a deux choses dont j'ai fait un post là-dessus avec les collègues de UNICEF. Il y a deux choses qui sont très importantes en matière d'alimentation. Il y a 8 aliments qui sont essentiels qu'une personne doit manger par jour. Dans ces 8 aliments, il y en a 5 qu'un enfant doit forcément manger entre l'âge de 6 mois et l'âge de 23 mois. Pour que son système immunitaire soit solide. Et quels sont ces aliments-là? Ces aliments, c'est ce qu'on appelle les céréales et les légumineuses. C'est ce qu'on appelle les protéines végétales ou animales. C'est ce qu'on appelle les fruits et légumes. Donc, vous avez vu, c'est ce qu'on appelle les antioxydants en général. C'est-à-dire qu'il faudrait que dans l'alimentation qu'il y ait des antioxydants, non? Et donc, ce sont ces groupes d'aliments-là. Et il faut qu'il y ait un peu de ce qu'on appelle le thon. Il y a beaucoup d'antioxydants dans les poissons comme le thon ou comme des petits poissons qui sont riches en antioxydants. Mais tout ça dans les mesures d'hygiène. Oui, dans les mesures d'hygiène. C'est très important. La mesure d'hygiène, parce que le manque d'hygiène, en fait, c'est les maladies diarrhéiques. Okay. Vous avez vu, quand on a un manque d'hygiène, tout de suite, c'est la diarrhée qui s'ensuit. Parce que la diarrhée, c'est simple. Hein? Ça commence toujours par un petit truc qui est nasal. Après, on avale le virus. Après, quand le virus arrive, ou bien le microbe arrive au niveau de l'estomac, il fait vomir. Et puis, quand il va se fixer, quand le microbe arrive au niveau des intestins, des petits poils de l'intestin, il se fixe sur les petits poils de l'intestin. Et quand il se fixe sur les petits poils de l'intestin, donc, ce qui se passe, c'est qu'il les empêche d'absorber l'eau. Ouais, quand le microbe que l'enfant a avalé, parce que l'hygiène n'est pas bon, dès qu'il se fixe sur les petits poils, il empêche l'absorption de l'eau. Vous avez vu quand on tue le mouton là, les petits poils là, leur rôle c'est d'absorber. Vous avez vu quand vous tuez le mouton, même quand vous voyez la serviette là, vous allez voir qu'il y a des petites poches d'eau. Voilà, exactement. Le rôle c'est d'absorber l'eau. Et donc si un microbe vient se fixer sur ces petits poils, il rentre en compétition avec l'eau. Donc impossible d'absorber l'eau, donc l'eau passe. Au lieu d'être absorbé pour être utilisé par l'organisme, il passe et ça devient une maladie diarrhéique. D'accord. Voilà. Vous étiez en train de citer les aliments qu'un enfant doit forcément consommer. Il y a 5 groupes d'aliments essentiels qu'un enfant doit manger chaque jour. Je dis bien chaque jour. Il faut bien ouvrir les oreilles pour écouter. Chaque jour, 5 groupes d'aliments. Les féculents, c'est manioc, igname, patate douce et taro et choses là. Voilà, c'est ce groupe-là. Deuxième groupe, c'est les céréales et les oléagineux. Donc, c'est ce qu'on appelle soja et maïs, riz et consorts, mil, sorgho. Le troisième groupe, c'est les protéines. Viande, poisson, œufs, jaune d'œuf. Voilà, c'est les protéines. Et c'est très important parce que souvent, dans certaines familles, les gens ont l'impression que les protéines, c'est pour les plus grands. Et les enfants ne doivent pas manger beaucoup de protéines. On taquine les enfants. Alors qu'ils sont en pleine croissance, ils ont besoin de protéines pour se construire. Et nous tous, on a appris au CE1. Les protéines sont les aliments de construction. Donc, pour pouvoir construire cet organisme qui est en croissance, ils ont besoin de protéines. Le quatrième groupe, c'est les fruits et légumes qui sont riches en vitamine A. Vitamine A, parce que c'est la vitamine A qui permet en fait de pouvoir avoir une très bonne visibilité et qui permet à l'enfant de pouvoir en fait avoir une bonne ossature. Le dernier groupe d'aliments, c'est les produits laitiers. Donc, aussi bien les laits que l'allaitement maternel jusqu'à l'âge de 23 mois, voire 24 mois au moins. Donc, l'allaitement maternel exclusif pour les 6 mois? 6 mois. À partir de 6 mois, l'allaitement, la diversification commence, mais il faut continuer l'allaitement maternel jusqu'à l'âge de 24 mois. C'est-à-dire 2 ans. 2 ans. Donc, on doit téter l'enfant jusqu'à l'âge de 2 ans. Et que dites-vous des parents qui pensent qu'il faut maintenir le sein debout, donc après 6 mois, on ne veut plus donner à téter à l'enfant? En fait, c'est la nouvelle génération de parents. On les comprend, mais le problème, il faudrait qu'ils sachent.
faut que lorsqu'on devient parent, être parent, en fait, c'est une responsabilité. Donc, je dis ça souvent quand je parle avec les jeunes. Je leur dis, si vous sentez que vous n'êtes pas encore prêt à transmettre des valeurs à l'être que vous allez mettre au monde, Ne devenez pas ne parent. devenez pas parent. C'est-à-dire que si vous pensez encore à vous, et que vous avez l'impression que c'est votre monde seul et que l'enfant qui va venir, en fait, vous n'allez pas pouvoir lui transmettre certaines choses, c'est que vous n'êtes pas encore prêt. Et il n'y a pas de honte à ne pas être prêt, hein. Quand on est prêt, on va le faire. Mais Quand on n'est pas prêt, on on n'est pas, on s'abstient. s'abstient, voilà. Donc, quand on devient parent, on doit savoir ce dont l'enfant a besoin. Et ce que je vais dire, en fait, qui est très important, il y a une étude qui a été faite par UNICEF en Afrique en général, sinon dans le monde, et on s'est rendu compte que dans les 5 groupes d'aliments que je viens de citer, il y a seuls les gens qui n'ont pas les moyens consomment environ 1 à 2 groupes par jour, mais malgré ça, les gens qui ont les moyens en consomment environ seulement 3 ou 4. Vous voyez tout le paradoxe. Donc ça veut dire que le problème de la nutrition, c'est 2 choses. La première chose, c'est la pauvreté des parents. C'est parce que ceux qui ne sont pas pauvres. Mais la deuxième chose, même quand les gens ont les moyens, c'est l'ignorance. Ils n'ont pas Ils n'ont l'information. pas l'information que mon enfant doit manger au moins ces 5 groupes d'aliments-là chaque jour Pour sa croissance. pour sa croissance et pour pouvoir devenir, en fait, pour avoir un bon système immunitaire et devenir, en fait, un adulte performant demain. Et prévenir les Et maladies. prévenir les maladies en général. D'accord. Voilà. Alors, docteur, quelles sont les mesures pour éviter les IRA? Les IRA, c'est les infections respiratoires aiguës qui sont courantes chez les enfants, hein, rhume, tout. Voilà. Et généralement, les enfants sont enrhumés, ils toussent régulièrement. Et quelles sont les mesures pour éviter ces maladies-là? En fait, si vous avez vu, les IRA ne surviennent que lors des périodes de changement de climat. Pourquoi? Parce que dès qu'il fait un peu frais, les virus sont de bonne humeur. Ils activent. Non, ils sortent beaucoup plus. Quand il fait frais, les virus ont besoin de fraîcheur. Vous allez voir, même en Europe, on a beaucoup plus de rhume et la toux lorsqu'il commence à faire frais. C'est parce que c'est en ce moment que les virus, en fait, s'activent. Dès qu'il fait chaud, les virus se cassent, c'est les bactéries qui sortent. Ok. Vous voyez, plus il fait frais, plus les virus sortent. Et la plupart des infections respiratoires aiguës chez les enfants sont d'origine virale. Et après, ils peuvent se surinfecter s'il y a un germe bactérien qui est dans la zone. Mais la plupart des infections respiratoires de l'enfant sont d'origine virale. Et donc, la première chose, c'est d'abord bien protéger l'enfant. Parce que si vous ne protégez pas la sphère ORL, en fait, dans un premier temps, les virus ont beaucoup plus de facilité Pour rentrer. pour rentrer. La deuxième chose, c'est l'hygiène, en fait, naturelle du parent. Qu'est-ce qui se passe? Un parent, il y a des virus que nous, excusez-moi, il y a des virus que nous pouvons tolérer, mais que l'enfant, en fait, son organisme n'est pas encore prêt à tolérer. Donc, il y a par exemple des mamans qui mangent avec la cuillère de l'enfant et qui donnent la même cuillère à l'enfant. Ça, c'est un geste qui a l'air banal, mais qui peut en fait transmettre des virus d'une mère à son enfant, alors que le système immunitaire de l'enfant n'est pas encore prêt à pouvoir tolérer ce virus-là. Alors que le système de parent est Le déjà parent est en beaucoup, forme. voilà, beaucoup plus performant, c'est pour ça en fait il tolère le virus, mais le système immunitaire de l'enfant n'est pas encore assez mature pour tolérer le virus. Ce que je donne comme conseil aux parents pour pouvoir protéger les enfants en période de changement de climat contre les infections respiratoires aiguës, c'est d'abord il faut les protéger. C'est des bonnets et c'est des masques pour les propres parents quand eux-mêmes sont enrhumés. C'est de pouvoir régulièrement se laver les mains quand ils sont enrhumés pour pouvoir ne pas porter le virus vers l'enfant. Et c'est d'éviter en fait de pouvoir manger dans la même cuillère, avec la même cuillère que l'enfant, pour que l'enfant ne soit pas contaminé par ce virus-là qui est peut-être non pathogène, non dangereux pour le parent, mais qui peut être dangereux pour l'enfant. La deuxième chose, c'est de savoir nettoyer tout ce qui contient de la poussière, donc les rousses, de pouvoir les changer. Si vous avez une climatisation, il faut vraiment nettoyer ça toutes les 3 semaines dans les périodes de changement de climat. Si vous avez des ventilos, il ne faut pas diriger ça directement sur l'enfant parce que vous allez lui amener toute la poussière. Il faut éviter les moquettes parce que les moquettes vont garder les acariens et ce qu'on appelle les moisissures en bas. Il faut éviter tout ce qui, les poussières, les draps de lit. Il faut les changer plus régulièrement que possible. Parce que dans une période sécheresse, il n'y a pas de souci, mais dans la période de changement de climat, en fait, les draps, en fait, les virus viennent se déposer là. Or, l'enfant dort là. Il va s'amuser, voilà. Donc, du coup, et si vous avez la possibilité, vaut mieux avoir en fait des fauteuils en cuir
que d'avoir des fauteuils en mousse. Ou Vélo. bien, si vous avez des fauteuils, il faut avoir des fauteuils en bois tout simplement naturels, comme là où vous avez la possibilité de pouvoir nettoyer et nettoyer à chaque fois. Voilà. Alors, généralement, docteur, Mhm. il y a certains parents qui se plaignent de ne pas savoir ce dont souffre l'enfant parce qu'il pleure régulièrement et Voilà. tout ça. Quels sont les signes et les symptômes que ces parents-là doivent surveiller de près Ok. et avant de se rendre compte qu'il faut immédiatement ou se référer vers un pédiatre ou un médecin? Quand on me dit que les enfants ne parlent pas, moi, ça me fait beaucoup rire. Les enfants, ils parlent beaucoup. C'est les personnes, en fait, qui disent beaucoup de choses. C'est juste que les parents n'ont pas assez la capacité de pouvoir traquer le signe, en fait, qu'il faut rechercher. Parfois, les parents, par exemple, t'appellent, tu dis, mon enfant a la fièvre. Il dit, OK, il a la fièvre, c'est pas encore mon problème, ça. Parce que tu peux avoir une fièvre de 39, mais parfois, il va à ses occupations. Donc, tu dis, laissez-le tranquille. Mais par exemple, s'il a la fièvre, je lui demande derrière, est-ce qu'il vomit? Ah, s'il vomit, là, ça devient sérieux. S'il fait la diarrhée, ça devient sérieux. Est-ce que après avoir, ou bien il a la fièvre et puis il est fatigué, ça devient sérieux. Ou bien il a convulsé une fois, ou bien il est resté là, il est léthargique, il ne bouge plus, là, ça devient sérieux. Donc, c'est en ce moment, ce sont des petits signes comme ça que quand un parent voit, il ne faut plus rester à la maison. Ça, c'est la première chose. Est-ce qu'il mange? S'il ne mange plus, il faut vite aller à l'hôpital. Parce qu'un enfant qui a la fièvre, mais qui ne mange plus, derrière, non seulement il ne renforce pas son système immunitaire, mais en plus de ça, la fièvre va le fatiguer. En matière d'infection respiratoire aiguë, ce qui est le plus fréquent, il faut faire très attention. Est-ce que entre 6 mois, entre la naissance plutôt et 18 mois, quand l'enfant respire, est-ce qu'il siffle? Dès que l'enfant siffle, ça veut dire en fait qu'il a du mal en fait à pouvoir s'oxygéner et que les bronchioles, c'est-à-dire les plus petits bronches qui sont, non, ça, sont bouchés, en fait, sont fermés. Okay. C'est très simple, je donne l'exemple. Quand je veux siffler, je fais comme ça. Mais quand je ne veux pas siffler, je fais. Okay. Donc, ça veut dire que quand ça siffle, ça veut dire que c'est beaucoup plus fermé. Ouais. Donc, ça veut dire que l'oxygène a du mal à passer. Okay. Il faut voir, est-ce que normalement, c'est le poumon, c'est le thorax qui respire. Si le ventre ne commence pas à respirer, on a un problème. Vous allez voir, le ventre bouge et le thorax ne bouge plus. On a un problème. Ou bien, est-ce que le nez ne commence pas à respirer? Ou bien, vous allez voir ici ce qu'on appelle l'entonnoir. Et un entonnoir, est-ce que ça commence pas à voir, ça bouge? Ou bien, est-ce qu'il y a un creux? S'il y a un petit creux ici, au moment où le ventre respire, là, il faut courir. C'est des signes en fait, d'alerte qui montrent que en fait, le poumon est en danger. Il ne faut pas rester à la maison. Voilà. Donc, ce sont ces petits signes d'alerte-là. Quand un enfant a ces petits signes, vous avez un enfant qui convulse une fois, n'attendez pas. Ne dites pas que c'est les sorciers ou bien c'est les parents du village. Non, 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 non. Il faut vraiment courir le plus rapidement possible. Voilà. Alors, docteur, quelques recommandations aux parents pour renforcer le système immunitaire et conseils pratiques pour prévenir les maladies courantes chez les enfants. Ok. On va globaliser de la façon suivante. Dans un premier temps, si vous voulez renforcer le système immunitaire de votre enfant, il faut savoir que les enfants se brossent le soir. Le matin, je vous en prie, ne brossez pas un enfant avant de lui donner à manger. Parce que pendant la nuit, la bouche a fabriqué de bonnes bactéries. Donc, il faut qu'il les avale d'abord avant de pouvoir commencer sa journée. Donc, donnez-lui de l'eau ou bien donnez-lui de l'eau avant qu'il ne commence sa journée. Ça lui permet d'avaler les bactéries qu'il a avant de le brosser. Donc, deuxième chose, il faut qu'il ait des fruits et légumes qui sont riches en vitamine A, et riches en vitamine C et aussi riches en magnésium. Quand on dit magnésium, c'est les noix. Vous voyez? Et si vous avez la possibilité, par exemple, d'avoir du cacao noir, bien du cacao naturel, ça contient du magnésium. Ça permet en fait à l'enfant de pouvoir booster son système immunitaire. Et puis, il faut déparasiter les enfants tous les 3 mois. Même les adultes. J'ai une phrase que j'ai l'habitude de dire aux enfants. Le déparasitage est systématiquement obligatoire à partir de l'âge de 9 mois, tous les 3 mois, même chez les adultes. Et la dernière chose, la supplémentation en fer est systématiquement obligatoire de 6 mois jusqu'à l'âge de 5 ans. Tous les jours, on fait une pause dans 2 conditions. Lorsque l'enfant fait la diarrhée, on fait la pause, on traite la cause de la diarrhée et on reprend la supplémentation en fer. Et lorsque l'enfant fait la fièvre, on fait la pause parce que pendant cette période-là, le fer n'est plus absorbé par l'organisme. On fait la pause et on traite la cause de la fièvre et on reprend la supplémentation en fer. Et le fer, il est conseillé de le donner le matin à jeun parce qu'il est beaucoup mieux absorbé par le tube digestif. Donc, si vous arrivez à suivre ces petites recommandations, et il faut avoir une bonne hygiène autour de l'enfant, c'est-à-dire qu'il faut que l'enfant vive dans un environnement propre. Et quand on dit environnement propre, je vous en prie, chers parents africains ou ratangais de mon forum, je vous en prie, on n'a pas besoin d'être riche pour pouvoir être propre.
Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi notre émission L'heure de la santé. Nous remercions le docteur Romiad Aïkéou qui a accepté notre invitation et a partagé avec nous ses conseils pratiques. Nous remercions également l'hôtel Yawazi, ce cadre reposant et apaisant qui nous accueille. Et merci sincère à Bibungari ONG, notre partenaire officiel qui nous accompagne dans l'aventure de cette émission L'heure de la santé.